je vais d'abord vous demander de vous imaginer une carte de la Sénégambie. Et quand je dis Sénégambie, c'est la Sénégambie des historiens, pas la Sénégambie des politiques. La Sénégambie des historiens, c'est l'espace qui est sous l'influence des deux fleuves Gambie et Sénégal, qui prennent leur source au Fouta Djallon et se jettent sur l'Atlantique. Donc ça va du sud de la Mauritanie, même du centre, on pourrait dire de Akjoub, jusqu'aux rivières du sud vers la Sierra Leone. Et ça va jusqu'à Tombouctou. Et mon maître Boubacar Bari m'a toujours rappelé que cette Sénégambie-là n'avait justement pas de frontières. C'est dans cet espace que nous voulons réfléchir autour de l'anniversaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Je vous disais tout à l'heure, imaginez-vous cette carte, mais je sais que ceux d'entre vous qui ont été à l'école française ou anglaise, la carte qui est dans leur tête, c'est une carte avec les frontières qui sont issues de Berlin. Et vous ne pouvez pas imaginer cet espace autrement qu'à travers ces cartes-là. Et on peut penser cet espace avec de nombreuses autres cartes. Et si on enseignait ces cartes à nos élèves, ce serait encore beaucoup plus facile de construire l'intégration, de construire la paix, puisque ce qu'ils découvriraient, c'était une continuité culturelle qui va du sud du Maroc jusqu'en Sierra Leone. Imaginez qu'on vous présente non pas la carte issue de Berlin, des frontières de Berlin, mais qu'on vous présente la carte des religions. Vous auriez d'autres frontières. Si on vous présente la carte des langues, vous n'aurez même pas de frontières, mais vous aurez un mélange, une sorte de kaléidoscope de couleurs dans lesquelles il n'y a pas de frontières. Donc il nous faut apprendre à imaginer la région avec d'autres cartes que les cartes des États-nations. Nous avons décidé, à partir d'une expérience historique courte, qui est l'expérience coloniale, de nous inscrire dans des États-nations, système politique hérité de l'Europe et non pas de nos traditions africaines. Et quand on dit Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, la question qui vient en tête, l'axe central, c'est l'eau. Il nous faut ici nous interroger sur qu'est-ce que représente cet objet qui est l'eau dans l'imaginaire des populations de cette région. Pour comprendre comment à partir de l'eau se construisent des civilisations de paix, des civilisations de sécurité, des civilisations de liens historiques inscrits sur la longue durée. Tous vous le savez certainement, ceux qui ne l'ont pas perdu. Le matin, quand vous sortez de la maison, dans nos vieilles traditions, on vous mettait de l'eau devant vous, vous passez par-dessus et derrière, on vous met de l'eau sur vos pas. L'eau est donc présente très tôt le matin dans votre vie. Dès la naissance, elle va vous accompagner jusqu'au dernier voyage. Ce qui fait que l'eau est présente aussi bien dans les religions du terroir que dans les religions du livre. Les religions du livre, ce sont les sociétés africaines qui ont fait entrer leur eau, issue de leur religion de terroir. Quand vous prenez les génies qui habitent nos espaces, nos terroirs, et pas nos territoires, puisque nous sommes
des sociétés de terroir et non pas des sociétés de territoire telles que le territoire de l'État-nation. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand vous reprenez ces religions du terroir, l'eau y joue toujours un rôle fondamental. Vous avez, dans les grandes villes construites dans cet espace, ont tous des génies d'eau. De Mamkoumbalam à Ndiaré, aux autres dieux d'eau, décrits par Griol et repris par notre regretté Liliane Kesselo. L'eau est présente dans toutes nos religions du terroir. Vous avez également la légende du Ouagadougouda. La dispersion du pays soninké est née lorsque Mamadi a coupé la tête du dieu d'eau, le Ouagadougouda. On a une succession de 12 années de sécheresse du fait de cette coupure. Dans cette légende, vous pouvez lire un moment de conflit qui se résout, puisque celui qui coupe la tête du Ouagadougouda, dieu d'eau dans les religions du terroir, c'est un Mamadi, donc c'est bien sûr un musulman. Derrière cette légende se cache un conflit religieux. Parce que l'islam va jouer un rôle extrêmement important dans l'unification, dans la construction des cultures de paix dans cette région. Je disais, habituons-nous à des cartes, toujours avec l'eau. Il y a 9000 ans, l'isoyette 400-500 mm se trouvaient aux qui sont familiers de la carte de la Mauritanie. Aujourd'hui, au niveau de Adjus, on a l'isoyette 100 mm. Alors qu'il y a 9000 ans, on y avait 400 mm d'eau par an. Donc il était possible d'y construire une civilisation agricole et sédentaire. Vous descendez, on a une descente progressive de cette isoyette vers le sud. Aujourd'hui, cette isoyette est au niveau de Kaïdi et de Louga. Elle est descendue jusqu'au niveau de Louga. Et quand vous imaginez cette descente, sans le fleuve Sénégal, vous auriez eu une région semi-désertique qui irait de Louga jusqu'au sud du Maroc. C'est pourquoi autant on a dit l'Égypte est un don du Nil, on peut dire que la Sénégambie est un don du fleuve Sénégal. Et les humains ont appris à tirer profit des opportunités offertes par les facteurs géographiques ou à vaincre leur influence adverse. Et pour comprendre la dynamique historique qui se crée dans cet espace fluvial, qui unifie dans sa diversité les contreforts du Fouta Jalon à l'embouchure du Sénégal, il importe de prendre en compte ce cours d'eau. Mais également un autre cours d'eau qui est la Gambie, ce sont la définition de l'espace sénégambien. Les peuples de cet espace se sont saisis des opportunités, ont dompté les contraintes pour construire une continuité culturelle et civilisationnelle tout en préservant une grande diversité dans le temps long de l'histoire. Cette région est la région de la Sénégambie des historiens. On l'a déconstruit en y installant des territoires issus des frontières de Berlin. Contre le diffusionnisme qui essaie de faire venir des migrations et d'influences extérieures, toute réussite dans la région, nous rappellerons que les Diaogo ont été les premiers à y construire un État qui s'appelait le Tekrour au VIe siècle déjà. Sur quoi ont-ils bâti cet État? Cet État a été bâti
sur des performances technologiques insoupçonnables aujourd'hui. Les Diaogo, il y a 1000 ans, maîtrisaient la technologie de l'extraction du minerai de fer. Et par cette technologie, ils ont construit un état technologique, un état de la paix, mais cette technologie du fer n'est possible que quand on a de l'eau pour refroidir les hautes températures qui permettent de faire fondre le fer. Les Diaogo ont construit donc un état technologique issu d'une expérience interne qui, dans la nature, et l'eau du fleuve a été utilisée pour permettre de réussir cette haute technologie. Puisque cette région est confrontée à 3 niveaux d'influence. On a une influence qui vient du nord, qui est le front sahélo-saharien, avec son commerce transsaharien, mais également le front soudanais, avec ses forêts, mais aussi le front atlantique, le front de l'océan. Ces 3 fronts, confrontés aux dynamiques internes, démarrés par les Diaogo avec la naissance de l'état du Takrur, permettent de comprendre l'héritage historique autour de la notion d'eau et sa fonction dans l'imaginaire des constructions politiques. Cela comporte de multiples dimensions: économique, politique, sociale, culturelle, bref, civilisationnelle. Métallurgie du fer, disais-je, il y a 2 millénaires, les Diaogo ont mis en place un état technologique ingénieux dont on a du mal à soupçonner l'existence aujourd'hui. L'ouverture du front saharien a été à l'origine d'une conversion à l'islam. Sous la dynastie des Mana, le Takrur se déploie jusqu'à la péninsule ibérique dans le sillage du prosélytisme religieux des Almoravides. Tous les peuples de cet espace multilingue où se côtoient nomades et sédentaires, pratiquant diverses confessions religieuses et participant au courant du commerce transsaharien et aux influences du Soudan occidental dans la lutte pour le contrôle des mines d'or, des circuits de la cola et du sel, en compétition ou en coopération avec le Ghana des Soninké ou l'État centré sur la ville de Silla, avant d'être intégré dans l'État du Mali au XIVe siècle. Comme tout le continent, et particulièrement sa façade occidentale, la vallée du fleuve Sénégal bascule dans le front atlantique, ouvert par le mercantilisme européen en pleine expansion. La constitution des premières formations étatiques à pouvoir centralisé remonte donc vers le VIe siècle. La connexion à l'islam permet de construire un espace de paix qui s'appelle le Dar al-Islam, opposé à un espace de la guerre, le Dar al-Harb, qui est à réduire. Pourtant, plus que l'islam, c'est le commerce transsaharien, du fait de la position stratégique de la vallée sur les grands courants d'échange, qui fut le support majeur de l'intégration, qui n'exclut pas conflit, qui n'exclut pas les conflits pouvant aller jusqu'à la guerre et à l'exil de peuples entiers qui se déploient vers le sud. On pourrait donner l'exemple des Sérères qui ont vécu dans la vallée, l'exemple des Lébou, des Wolofs qui ont également vécu dans la vallée, qui a servi de creuset à tous les peuples de cette région de la Sénégambie. L'affaiblissement du Mali, la réduction de son emprise sur la vallée, la dislocation du Jolof avec ces provinces maritimes qui prennent leur indépendance est saisie par une vaste migration venue du sud, conduite par Tengelaba, pour que la vallée s'émancipe de l'empire mandé. Alors démarre une nouvelle expérience intégratrice qui succombera aux effets dévastateurs de la traite des esclaves. Et face à cette traite, très tôt les populations de la région vont réagir. C'est Nasr al-Din qui quitte la Mauritanie et qui arrive sur la vallée du fleuve Sénégal
qui met fin à la domination des États militaristes tièdos et qui, pendant 4 ans, empêche la traite des captifs. On l'oublie souvent. Certes, des Africains ont participé à cette traite, mais des Africains se sont organisés dans cette région sous la bannière de l'islam, qui a été une religion intégratrice pour pouvoir combattre la traite des esclaves. Ce combat a été dirigé par un mouvement qui s'appelle le mouvement Toutnan. Les Français l'ont transcrit par le mot Toutnan, qui veut dire en Wolof se convertir, mais ce n'est pas la bonne expression. Le mouvement s'appelait Toutnan en 2 mots. Renoncer à la consommation d'alcool, puisque l'alcool était le fil qui entraînait la guerre, qui entraînait la captivité. Et pour mettre un terme à cela, le mouvement de Nasr al-Din, venu du nord de la Mauritanie, a conquis le Waalo, a conquis le Fouta, a conquis le Jolof pour installer les régimes qu'on a appelés les régimes bourguiolites qui ont mis fin à la traite des esclaves. Mais c'était une courte durée, 4 années. Quand le mouvement est défait, se diffuse dans toute la région un système d'enseignement religieux. Beaucoup d'entre eux ont été pris comme captifs et exportés vers l'Amérique. Mais ceux qui sont restés ont continué à diffuser la culture du savoir, de l'éducation, pour contrer le mal, la malfaisance de la traite des captifs. Un siècle après, dans la même région, éclate la révolution Torodo, qui également lutte contre la traite, qui était un élément de guerre dans toute la région. Sous la direction de Souleymane Ba, de Abdelkader Khan, décide que tout navire qui traverse le fleuve Sénégal doit être inspecté et délesté de ses captifs. Ce qui fait dire à Clarkson, un abolitionniste anglais, que ces Africains-là, qu'on considère comme inférieurs, ont fait pour le bien de l'humanité mieux que le roi de France et mieux que la reine d'Angleterre en abolissant la traite des esclaves sur le fleuve Sénégal dès 1776. Cela nous semble être un facteur civilisationnel qui installe la paix. Cette paix ne signifie pas absence de guerre, ne signifie pas absence de conflit. Le modèle de pouvoir politique que nous avons eu à construire, et c'est peut-être par là que je vais en finir, et qui est très important. Nous avons adopté l'État-nation. L'État-nation est une construction récente dans notre histoire. Il nous est venu de la colonisation. C'est un modèle qui naît de l'expérience historique de l'Europe. Il est difficile à adopter par nos sociétés, qui ont une autre expérience historique que nous avons tendance à oublier. L'État territorial national n'est pas un héritage très long. C'est pourquoi il ne faut pas y mettre la primauté pour construire la paix et la sécurité dans cette région. Pourquoi je le dis? Puisque l'État-nation, l'expérience mondiale le prouve, elle nous a valu au moins 2 guerres mondiales. Elle est unificatrice, mais réductrice. Elle est réprimante. Pourquoi la nation a cette difficulté? Puisqu'elle cherche à tout uniformiser. La nation suppose une langue nationale. L'espace où elle est née le montre très clairement. Quand on est de la nation France, on parle français, c'est une seule langue. Quand on est de la nation allemande, on parle une seule langue, c'est l'allemand. Quand on est de l'Espagne, on parle une seule langue, c'est l'espagnol. Ça, c'est l'expérience historique de l'Europe. La colonisation nous l'a amené. À partir des colonies dans lesquelles nous avons tous été embarqués, aux indépendances, on nous a dit construisez-y des nations. Est-ce qu'on peut, à partir d'un territoire destiné à accueillir une colonie, est-il possible de le transformer en nation? Cette question, nous devons nous la poser. Par contre,
nous avons une autre expérience, beaucoup plus longue, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus prégnante dans nos imaginaires et toujours connectée à l'eau, c'est l'expérience du terroir. Quand vous demandez aux Sénégalais d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes? Ils vous diront, je suis Adior Adior, je suis Walo Walo, je suis Bawol Bawol. Ils ne vous indiquent aucune langue en le disant. Ils ne vous indiquent aucune religion en le disant. Par contre, la nation, elle a une langue, elle a une religion. Et toute autre langue lui crée parfois des problèmes très sérieux. Regardez l'Espagne d'aujourd'hui, avec la crise catalane. Par contre, nous, notre tradition la plus vieille, quand je dis je suis Adior Adior, ça veut dire que je suis du Kayor. Je peux parler Peul, je peux parler Wolof, je peux parler Mon, Assanien, je peux parler toutes les langues, mais mon identité, c'est une identité de terroir. Dans le tellurique, dans la terre, je suis Adior Adior. Et quand je dis je suis Bawol Bawol, ça veut dire que je peux parler sérère, je peux parler Wolof, je peux parler français, je peux parler anglais, je peux parler n'importe quelle langue, mais ce qui m'identifie, c'est l'attachement à un terroir. Et c'est l'ensemble de ces terroirs qui ont construit une culture discontinue, une culture continue, qui fait que la connexion s'établit à partir de phénomènes de pacification tels que la parenté a présenté. Donc ce n'est pas la langue qui me donne mon identité. Ce n'est pas ma religion qui me donne mon identité. Latsukabe a été confronté au problème en Sénégambie. Il a eu toutes les peines du monde à le régler. Puisque les Européens qui s'installent à Portugal, Saly actuel, sont en conflit religieux et lui demandent de faire partir les Juifs qui se sont installés à Saly. Latsukabe ne comprend pas la demande des Français. Il leur dit, mais vous avez votre église, vous pratiquez votre religion, ils ont leur synagogue, ils pratiquent leur religion, vous n'avez aucun problème avec eux. Et nous avons nos religions, nous n'avons aucun problème avec eux, nous pouvons cohabiter ensemble. Puisque dans le terroir, c'est un espace de pluralisme et de pluralité. Et vous pouvez circuler par une mobilité continue dans ces espaces-là. Le maximum que vous pouvez y construire, c'est un empire. Et quand vous y construisez un empire, dans l'empire, par définition, c'est une pluralité d'identité. Vous pouvez cohabiter pacifiquement. Ça ne signifie pas que la guerre n'y existe pas. Mais elle ne prend jamais la forme de la guerre de religion, elle ne prend jamais la forme de la guerre de langue. Et c'est ça qui fait que quand la nation arrive, avec ces guerres de religion, l'état territorial amené par les religions du livre, les Africains ont eu beaucoup de mal à s'y adapter, même si aujourd'hui ils s'y sont adaptés. Ce qui fait que l'eau, dans son rôle de pacification, on le retrouve non seulement dans les religions du terroir, chacun de nous a un canari à la maison avec lequel il est en connexion avec les esprits, mais on l'a même importé dans les religions du livre qui se sont déployées dans toute cette région. Je vous donnerai juste un exemple qui peut vous être familier. Vous connaissez tous l'importance du mouridisme en tant qu'expression religieuse du soufisme. Le poète mouride l'a dit d'une façon très belle, la place de l'eau dans l'imaginaire, alors que ça ne vient pas de l'islam à propos. Je le dirai en Wolof, quand il parle du voyage de la mer, du fondateur du mouridisme, qui vient au cœur du Bawol et du Kayor, se retrouve dans l'océan qui est de l'eau, et il lui dit, ci géej ga la lambe yàlla ba daj ko mu ndox muy ndox mu tàng ca leeri xay bu ya naan boroom. Donc c'est de l'eau encore ici présent dans les religions du terroir. Et quand le Ouagadougou éclate, crée l'état du Gadiaga, c'est autour de l'eau que ça se constitue, crée la paix, cohabite avec les autres
langue avec les autres religions du terroir et n'eût été la segmentation apportée par l'État-nation, n'eût été la création de pôles de développement et de pôles d'enveloppement, cette cohabitation aurait pu survivre. Mais on retiendra que quand l'eau a fait défaut, nous sommes entrés dans une phase sèche qui a entraîné ce que Adrian Adams a appelé le long voyage des gens du fleuve, dans l'émigration et dans les migrations qui nous posent tant de problèmes aujourd'hui, en Europe comme en Afrique. Mais si les fondateurs de l'OMVS ont eu l'idée de réunifier à partir de nos terroirs en créant l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en y ajoutant des pôles de développement pluriels, connectés et complémentaires, nous renouons avec notre vieille histoire, l'histoire qui connectait le front septentrional, le sahélo-saharien, le front oriental du Soudan et le front atlantique. Mais cette fois-ci au service des peuples et non pas contre eux. C'est cette longue histoire que je n'ai pas le temps de vous raconter en 15 minutes. Ces éléments les plus prégnants, j'ai voulu les partager avec vous, qui est que l'eau est notre destin et est notre futur. Et comme l'a dit Saint-Exupéry, elle n'est pas indispensable à la vie. Elle est la vie elle-même. Je vous remercie.